Bonjour, alors cette deuxième petite vidéo concerne donc toujours la paroi des cellules bactériennes, mais par contre on va parler de la composition de cette paroi. Alors tout d'abord, je vais vous présenter un schéma permettant de comparer la paroi des bactéries à gram positif et à gram négatif. Donc sur la gauche, nous avons donc la paroi des bactéries gram positive. Donc on remarque ici qu'il y a la membrane plasmique avec ses protéines, donc intramembranaires qui sont donc enchâssées dans cette membrane, quelques protéines périphériques également. Puis ici, entre cette membrane et cette énorme couche de peptidoglycanes qui est un réseau extrêmement serré avec un degré de pontage très élevé, donc entre les deux, ici nous avons l'espace périplasmique. Sont également présents dans la membrane des bactéries à gram positif des acides qu'on dit técoïques, ici, qui sont reliés ici aux peptidoglycanes, et des acides lipotécoïques qui, eux, sont liés à la membrane cytoplasmique. Alors, ces acides técoïques sont situés, comme vous le voyez, à la surface externe de la couche du peptidoglycane, et ils sont antigéniques, d'accord ? Ils peuvent être composés donc de deux choses. Donc, ce sont des polymères constitués d'unités glycérophosphate ou alors d'unités ribitol-phosphate. Ces unités peuvent être liées à des oses, à des osamines, donc ce sont des oses aminées, ou à des acides aminés. Alors la paroi ici, du coup, des grammes plus s'étend là de l'espace périplasmique jusqu'à donc ici, là, l'extérieur. Donc on a tout le peptidoglycane avec les acides técoïques et lipotécoïques. Alors il peut y avoir chez les grammes plus également d'autres composants pariétaux qui ne sont pas obligatoirement rencontrés et qui peuvent être aussi liés au peptidoglycane. Donc on peut avoir des acides théicuroniques, mais également des polysaccharides comme par exemple le polyoside C que l'on retrouve chez certaines espèces de Streptococcus. Et enfin, on peut également avoir des protéines, comme par exemple la protéine M de certaines espèces de Streptococcus. Alors, chez les streptocoques notamment, ces différents composés sont antigéniques et permettent le sérogroupage des streptocoques. Alors, chez les grammes moins, on va voir que cette structure de la paroi est quand même très différente. Donc nous avons toujours cette membrane avec le double feuillet, ces protéines enchâssées dans ce double feuillet. Puis nous avons donc cette fameuse couche de peptidoglycane qui ici, vous le remarquez, est beaucoup plus fine que la couche de peptidoglycane chez les grammes plus. De plus, cette couche a un maillage beaucoup plus lâche et moins serré que chez les grammes plus, pardon. Puis on retrouve ensuite ici ce qu'on appelle des lipoprotéines de Brown. Alors ces protéines sont à la fois liées ici à des lipides qui font partie de la membrane externe et aux peptidoglycanes. Donc elles permettent en fait, elles ont un rôle structural permettant la cohésion entre la membrane externe et le peptidoglycane. Donc là, vous avez le peptidoglycane, les lipoprotéines de Brown et cette fameuse membrane externe. Alors dans cette membrane externe sont enchâssées également d'autres structures protéiques, comme par exemple les porines. Et puis nous avons également ici une petite structure sur laquelle nous allons nous attarder un petit peu dans la diapo suivante, qui est le LPS, appelé donc lipopolysaccharide. Alors, si on s'attarde justement sur cette membrane externe, donc cette membrane externe chez les grammes moins possède des caractéristiques structurales classiques d'une membrane biologique et elle est composée d'une double couche de lipides amphipathiques formant également un modèle de mosaïque fluide qui contient également des protéines enchâssées dans cette matrice lipidique. Il y a également deux feuillets. Par contre, ces deux feuillets sont asymétriques. Vous avez un feuillet lipidique interne ici qui contient des phospholipides tout à fait similaires à ceux de la membrane cytoplasmique. Et puis, vous avez un feuillet lipidique externe, ici,
qui contient des phospholipides et le lipopolysaccharide, le fameux LPS. Alors, ce LPS est composé de 3 parties. Donc, vous avez ce qu'on appelle le polyoside O ou l'antigène O, le corps et le lipide A. Alors, la partie centrale ici, c'est ce qu'on va appeler le corps ou le noyau. Il est composé d'une dizaine, voire d'une quinzaine d'unités osidiques. Alors ici, la deuxième partie est la partie externe à la membrane, donc que l'on voit également ici. Elle est composée d'unités répétées de 3 à 5 glucides chacune, prolongeant donc cette fameuse partie centrale et formant une chaîne polysaccharide flottante à l'extérieur. Donc là, on va parler de chaîne polysaccharidique ou antigène O. Alors moi, je suis toujours gênée en parlant de polysaccharide. Je préfère utiliser polyoside parce que en France, c'est plutôt ce terme-là qu'il faut utiliser. Mais c'est vrai que dans tous les bouquins de microbiologie, on va plutôt parler de chaîne polysaccharidique. Alors cet antigène O a une composition très variable d'une espèce à l'autre et même au sein d'une même espèce. Donc on va pouvoir définir différents sérotypes différents. Donc, on va pouvoir faire encore du sérotypage comme on a pu déjà en parler lors du sérotypage des salmonelles, comme nous avons parlé un petit peu des antigènes H flagellaires. On dit que cet antigène O est le support de l'antigéné de la molécule, d'antigénicité de la molécule. La dernière partie ici qui est le lipide A, que l'on retrouve également ici. Donc c'est un lipide qui contient plusieurs unités glucosamine phosphate qui sont porteuses également d'acides gras glycosylés. C'est une partie très peu variable qu'on appelle également endotoxine. Et cette partie lipidique interne, ou lipide A, on nomme également lipide A, est le support de la toxicité de la molécule. Quand nous ferons le cours sur les toxines, nous reviendrons justement sur cette endotoxine qui est le lipide A et nous verrons quels sont ses effets dans l'organisme et notamment son implication dans les chocs anaphylactiques. Alors, dernière partie de cette petite vidéo, nous avons vu dans les deux cas que nous ayons affaire à des bactéries Gram+ ou des bactéries Gram-, il y a quand même une structure qui est commune, c'est le peptidoglycane. Donc là, nous allons voir de quoi est composé le peptidoglycane. Alors, le peptidoglycane est composé d'osamine et d'acides aminés. Alors, osamine, qu'est-ce que ça signifie? Vous connaissez déjà ce qu'est un ose, et c'est un ose avec des fonctions amines qui sont présentes. Donc, par exemple, ici, je vous donne deux exemples, la N-acétylglucosamine et l'acide N-acétylmuramique. Si on s'intéresse à la N-acétylglucosamine, comme son nom l'indique, glucose, c'est dérivé du glucose. Donc là, on reconnaît bien la structure de base du glucose en configuration pyrane, donc BA-O-BAB pour les fonctions hydroxyles. Donc là, on a bien le glucose avec une fonction amine ici qui est fixée et un groupement acétyl. Voilà pourquoi on l'appelle N-acétylglucosamine. Alors, il existe d'autres osamines, par exemple des galactosamines, mais là, j'ai préféré axer plutôt sur ces deux exemples. Alors, on trouve également des acides aminés. Donc là, je vous ai représenté ici, vous avez un schéma qui représente le N-acétylmuramique et le N-acétylglucosamine. Et au niveau des acides aminés qui sont présents dans le peptidoglycane, on en a 4 essentiellement. Donc nous avons par exemple la D-alanine, nous avons également la L-alanine, l'acide glutamique ici, et puis on a parfois également la L-lysine. On trouve également aussi un acide aminé spécifique des prokaryotes, c'est l'acide diaminopimélique. Alors, vous pourrez remarquer également que dans cette composition, on a quand même des acides aminés un peu particuliers de la configuration D, comme la D-alanine
ou le D-glutamique acide. Alors comme vous pouvez le remarquer, nos deux osamines ici, le NAM et le NAG, sont liés tous les deux par une liaison osidique bêta, ici bêta, 1, 4. Là on a le quatrième atome de carbone, là on a le premier atome de carbone. Chaque molécule de N-acétylmuranique ici est liée par une liaison amide via son groupement COOH ici, donc ici vous avez la liaison amide CONH à un tétrapeptide, donc au fameux acide aminé dont nous avons parlé juste avant. Alors cette structure tétrapeptidique peut rencontrer des variantes d'un peptidoglycane à l'autre, et l'ensemble de ces chaînes d'osamine, tout cet ensemble d'osamine et de tétrapeptides forment des chaînes de glycane. Alors ensuite, il existe des pontages interpeptidiques entre ces chaînes de glycane. Donc on peut avoir ici un pontage direct entre la déalanine d'un tétrapeptide et l'acide diaminopimilique d'un autre tétrapeptide, ou on peut également avoir par exemple chez Staphylococcus aureus un pont composé de 5 glycines. Donc là on va parler d'un pontage pentaglycine. Donc sur le schéma suivant, vous avez une autre représentation du peptidoglycane. Donc là, on a nos osamines, donc le NAM ici, qui est représenté par le M, le NAG, et vous avez ces fameux pontages ici qui sont représentés entre le tétrapeptide ici, une chaîne, et un autre tétrapeptide également ici. On dit en général que ces chaînes glycaniques avec leurs unités tétrapeptidiques sont reliées par des ponts qui présentent du coup une structure réticulaire. Alors le réseau est plus ou moins compact en fonction de la fréquence avec laquelle les unités peptidiques sont reliées entre elles. Par exemple, chez Escherichia coli, ce réseau est plutôt lâche, 50% des unités tétrapeptidiques sont libres et les autres s'associent plutôt en dimère. Par contre, chez Staph aureus, qui est un gramme plus, ce réseau ici est beaucoup plus serré. Et on a vu en TP que ça avait un rôle également sur justement la coloration de grammes avec ces fameux cristaux qui pouvaient être retenus plus ou moins dans l'émail finalement du peptidoglycane. Alors plus récemment a été proposée une autre représentation ici du peptidoglycane sous forme d'une hélice ici, avec ces fameuses unités peptidiques et nos deux osamines ici, le NAM et le NAG. Alors comment se fait la synthèse du peptidoglycane? Donc elle se fait en 3 étapes. Nous avons tout d'abord une phase cytoplasmique ici, où nous avons donc le NAM ici, porteur du polypeptide. Puis, dans la deuxième phase, nous allons avoir formation des unités disaccharidiques, NAM, NAG, toujours ici, transportant le polypeptide. Donc là, on a nos fameuses 2 sous-unités NAM, NAG qui vont transporter le polypeptide. Et enfin, nous allons avoir ici l'étape de polymérisation du peptidoglycane. Alors ici, on voit bien qu'on a le transport ici par la molécule de bactoprénol du précurseur justement de la synthèse du peptidoglycane. Et puis à ce niveau-ci, là, au niveau de la polymérisation, en fait, il se produit une réaction qu'on appelle une réaction de transpeptidation, qui va permettre donc du coup de relier les sous-unités existantes à la nouvelle sous-unité qui vient d'être amenée. Alors, cette synthèse-là du peptidoglycane est justement un petit schéma pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin. Donc c'est un petit peu complexe, mais je sais qu'il y en a certains qui m'avaient posé des questions là-dessus, donc c'est pourquoi je vous en ai parlé ici un petit peu. Alors il existe différentes enzymes qui permettent de dégrader le peptidoglycane. Donc nous avons tout d'abord le lysozyme, qui est une glycosylase,
qui va hydrolyser le peptidoglycane au niveau de la liaison zytique β1,4. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Mais il y a également des amidases qui catalysent des réactions d'hydrolyse de la liaison amide entre le NAM et le tétrapeptide. Et enfin, nous avons des endopeptidases qui vont catalyser des réactions d'hydrolyse des liaisons peptidiques intra